Nous entamons la première séance après cette ouverture avec Céline Surprenant et Isabelle Lemann de Chermont. Alors, Céline Surprenant, eh bien, elle a été la cheville ouvrière de tous ces travaux liés à Passage des disciplines depuis que je m'y suis lancé il y a un certain nombre d'années. C'est elle qui a tout fait, quoi. Elle qui a tout fait. Je l'ai un peu aidé, mais c'est l'occasion de rappeler que ces travaux ont reçu l'aide notamment de PSL. PSL, Paris Sciences et Lettres, ce conglomérat dont le Collège de France fait partie comme membre associé et qui a permis de financer les activités et notamment la numérisation de ces rapports de présentation que j'évoquais, puisque cette numérisation porte aujourd'hui sur combien de rapports ? 800. Combien ? 800 rapports que vous pouvez consulter, ainsi que toutes les autres archives du Collège de France sur le site Salamandre, ce qui vous permet de faire des recherches sur notre histoire et notre histoire commune. Donc, Céline, je vois comme titre « Relations pluriséculaires entre le Collège de France et la Bibliothèque nationale de France ». Oui, voilà. Eh bien, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Donc, le Collège de France, comme vous l'avez rappelé, Antoine Compagnon, a toujours fonctionné en relation à d'autres établissements. Il a parfois même été question de l'annexer pour formaliser ces échanges. Et la plupart des tentatives n'ont pas abouti, ou alors, lorsqu'elles ont réussi, les changements ont été de courte durée. C'est le cas, parmi d'autres, de l'annexion du collège à l'Université de Paris de 1773 à 1795, grâce à laquelle le bâtiment principal de l'architecte Jean-François Thérèse Chalgrin, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, a pu être construit. Et un autre projet qui vient d'être mentionné avait précédé cette agrégation, c'est le terme de l'époque, celui de réunir le Collège royal et la Bibliothèque du roi que l'abbé Jean-Paul Bignon, bibliothécaire du roi de 1719 à 1741, avait conçu au début du règne de Louis XV. Ce projet a été vite abandonné suite à l'opposition de professeurs royaux. Néanmoins, il livre de précieux renseignements sur l'état du Collège royal au début du XVIIIe siècle, que l'on juge alors très pitoyable, et sur celui de la Bibliothèque du roi, que l'abbé Bignon organise en 5 départements dès 1720. Il nous renseigne surtout sur ce que les acteurs appellent l'affinité naturelle entre les deux établissements, le croisement qui nous intéresse aujourd'hui. Donc il reste de ce projet un dossier conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. On y trouve un premier type de document, les copies de l'arrêt et les mémoires de l'abbé Bignon parmi d'autres, justifiant l'union des deux établissements, des remontrances formulées contre le projet par les professeurs du Collège royal, puis une réponse aux objections. Et je dois dire que l'identification des documents reste parfois incertaine. Parmi les arguments avancés en faveur du projet, prédomine celui d'un retour aux intentions premières du fondateur, qui, en instituant le Collège royal, on vient de l'entendre, avait souhaité l'unir dans un grand et magnifique logement à sa bibliothèque qui se proposait de faire passer de Fontainebleau à Paris. Or, si l'on confronte ces mémoires aux états des employés, autre type de document du dossier montrant la répartition des fonctions avant et après l'union et le remplacement graduel de quelques employés au fur et à mesure des décès, il apparaît qu'au moment de la conception du projet, que des professeurs royaux occupaient bien des fonctions de garde, d'interprète ou de rechercheurs de livres à la Bibliothèque du roi, c'est le terme de l'époque, en plus de leur charge de professeurs royaux. Cependant, leur nombre était-il au départ aussi important que les mémoires le laissaient entendre ? Et quelle était la connexité réelle entre les deux établissements ? Quoi qu'il en soit, l'abandon du projet d'union n'a pas empêché les professeurs royaux de continuer ensuite à exercer des doubles fonctions
comme il l'avait fait avant 1724. Et une des hypothèses qui se dégage aujourd'hui de l'examen de ce dossier, c'est que c'est peut-être davantage sur le temps long, plutôt qu'à une époque donnée, 1724 par exemple, que l'affinité naturelle qui est affirmée dans la conception même du projet s'est concrétisée. C'est le nouvel état Le nouvel état qui aurait résulté de l'union, en outre, impliquait la transformation de quelques chaires et l'introduction de nouvelles langues, des langues vivantes. Et il s'agissait ici encore de revenir aux vues de François Ier, mais d'une autre manière, c'est-à-dire en se préoccupant de la nouveauté et de l'originalité des matières enseignées par rapport à l'université. Même si les changements proposés en 1724 sont restés virtuels, ils démontrent que l'idée même de modifier les intitulés précède ceux qui ont été effectués à l'occasion de l'annexion du collège à l'université en 1773, dont il est habituel de dire qu'ils ont été les premiers. À cette époque, donc, des chaires anciennes en 1773, dites dédoublées, médecine, éloquence latine, hébreu, droit canon, grec, arabe, ont été transformées en chaires de mécanique, de droit de la nature et des gens, de littérature française, de turc et de persan, puis en 1775 de chimie et d'histoire naturelle. Dans les ébauches du projet de règlement rédigé en 1724-25, en outre, est mise en évidence la dépendance réciproque entre les livres et les enseignements. Cet élément disparaîtra des états du règlement ultérieur connus, tout comme les précisions sur l'enseignement que Jean Boivin, professeur de grec de 1706 jusqu'en 1726, a donné dans une note en soutien de l'Union. Avec David Jory, auteur en 1976 d'une étude sur cet épisode, l'historienne de la Bibliothèque nationale des origines à 1800, Simone Balayé, affirmait, je cite, qu'on peut rêver aux conséquences peut-être fécondes qu'aurait eu cette association. Les deux auteurs semblent regretter que l'arrêt du Conseil du roi ne fut pas exécuté grâce au comte de Maurepas qui soutint les opposants au projet. Il nous reste à élucider les circonstances précises de l'échec de ce projet, parmi plusieurs autres questions. Néanmoins, à l'occasion de cette première journée d'études, je m'appuierai sur les mémoires, les états des employés et enfin quelques articles du règlement pour présenter la richesse de cette union que l'on pourrait qualifier sous un certain angle de prophétique, en écho aux remarques de l'abbé Bignon. Celui-ci écrivait que, je cite, « toute chose était si bien disposée dans l'assemblage qu'il proposait qu'on aurait pu le confondre à un miracle. » Je cite, « s'il n'avait été prévu de loin et si tout n'avait pas été préparé pour l'exécution quand le temps en serait venu. » Donc tout d'abord, ma première partie, tout d'abord en quoi consiste ce projet d'union ? Donc quelques mois après l'arrêt du Conseil du 28 mars 1724, qui fixait le déménagement de la bibliothèque à l'hôtel de Nevers, rue de Richelieu, un autre arrêt du Conseil du roi, daté du 10 octobre 1724, décidait du transfert du collège royal. Le roi a ordonné que le dit collège royal sera réuni à la bibliothèque de Sa Majesté pour ne faire qu'un seul et même corps sous le titre de Collège de la bibliothèque du roi, et que dorénavant, à commencer après les vacances de la présente année, les professeurs du dit collège feront leurs leçons dans les salles qui leur seront assignées en la dite bibliothèque par le sieur abbé Bignon. Les défenseurs du projet avançaient une série de 4 arguments principaux. Nous avons déjà évoqué le premier, le retour aux premières vues de François Ier pour contrer à l'état de déchéance dans lequel le collège était tombé. Les locaux et les gages étaient insuffisants, les professeurs négligeaient leurs tâches, il manquait d'auditeurs. Selon le deuxième argument, les salles du Collège royal, bâties vers 1610, étant devenues insalubres en 1724, ce dernier allait être, je cite, « plus dignement logé dans un bâtiment neuf, ce qu'est l'hôtel de Nevers ». Cela permettrait aux professeurs de la faculté de droit, c'est le troisième argument, d'occuper les 3 salles du Collège royal. Et ils enseignaient déjà dans l'une d'entre elles. Et il y a un dossier sur cette question aux archives de la faculté de droit. Le projet soulevait enfin la question des rapports statutaires du Collège royal à l'université qui ont suscité des débats depuis la fondation. Les professeurs trouveraient dans l'union une satisfaction particulière à se voir ainsi moins confondus avec les régents des basses classes et les autres suppôts de l'université.
Ces raisons sur lesquelles ont été rendus les arrêts du Conseil, parmi lesquels en 1633, qui ont tiré le Collège royal de toute dépendance de l'université, semblent autoriser le nouvel qui assure encore mieux la séparation. Cet argument était rattaché d'une part à Charles Rollin et Jean-Baptiste Couture, tous deux professeurs d'éloquence latine, Rollin de 1688 à 1741 et Couture de 1697 à 1728, et Couture était aussi inspecteur depuis 1710. Ils avaient soutenu au collège les frères Fourmont, auxquels est associée une supplique au roi visant à empêcher l'union. Ils s'opposaient à l'union, disaient leur auteur, afin de pouvoir mieux, je cite, soumettre absolument le collège royal à la juridiction de l'université qui a déjà tenté la chose, les auteurs des réponses aux objections, afin de mieux soumettre absolument le collège royal à la juridiction de l'université qui a déjà tenté la chose plus d'une fois et qui en a été déboutée par divers arrêts du Conseil. L'union avec la bibliothèque devient le pendant d'une autre menace d'annexion. La relation à l'université est abordée d'autre part sous l'angle de la géographie des études, par rapport aux vues de François Ier. Contre l'idée que les professeurs gagneraient à être, je cite, installés dans un bâtiment convenable à côté des livres dont ils auraient eu besoin, les auteurs des remontrances, les frères Fourmont entre autres, faisaient valoir la nécessité de rester sur la rive gauche pour être au centre de l'université, où le fondateur les avait mis pour la commodité des étudiants, qui, je cite, de toutes les parties de l'université pouvaient facilement se rendre au collège. Les défenseurs de l'Union répondaient que les leçons des professeurs royaux n'étaient de toute façon pas destinées à des étudiants, mais bien à des hommes formés et à des maîtres. Il n'y avait donc nul besoin d'enseigner près de l'université. Jean Boivin, favorable au projet, propose même un changement de lexique pour mieux souligner la particularité, c'est le point numéro 3, la particularité du collège. Donner aux leçons une forme qui ne s'entend nullement le collège n'effraie point les personnes à qui il ne conviendrait pas d'être traitées comme des écoliers, changer par conséquent le nom de leçon en celui de conférence et en marge substituer au nom d'écolier celui d'auditeur, au nom de professeur celui de lecteur. Lors de la future et brève agrégation du collège à l'université en 1773, les questions concernant le rapport statutaire des deux établissements furent réactivées. Les professeurs souhaitaient bénéficier de sommes devenues disponibles auxquelles ils estimaient avoir droit. Et je n'ouvre pas ici le dossier complexe des lettres patentes de 1773. Ils souhaitaient avoir droit à cet argent afin d'améliorer leurs conditions matérielles sans se soumettre aux normes de l'université. Pour cela, ils cherchaient à démontrer que le collège avait toujours fait partie de l'université, débat que l'on associe à la fondation et qui était toujours actuel en 1724. Pour défendre l'union, cependant, il fallait plutôt accentuer la parenté des activités parfois conduites par les mêmes personnes, car avant même qu'il ne soit question de fusion, les professeurs royaux étaient déjà, je cite, attachés à la dite bibliothèque pour la recherche de ce qui peut encore y manquer, ou pour l'interprétation des ouvrages dont elle est remplie en toutes sortes de langues. C'est ce qui apparaît dans les états des employés du dossier, sur lesquels il est utile de se pencher brièvement en deuxième partie, faute de pouvoir les étudier en détail. Mais tout d'abord, un rappel de la situation du collège royal selon Garnier. Pour expliquer la déchéance du collège au XVIIe et au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Garnier, professeur d'hébreu de 1760 à 1769, puis d'histoire jusqu'en 1778, inspecteur du collège à partir de 1768, écrivait en 1789 que Louis XIV avait, je cite, « fondé à grands frais la bibliothèque du roi, une imprimerie royale, un observatoire royal, un jardin royal des plantes, des académies royales des sciences et des inscriptions et belles-lettres, mais qu'il avait oublié le collège royal. Or, aucun de ces établissements, précisait-il, n'aurait fonctionné sans ce dernier, car, je cite, « le plus grand nombre des professeurs royaux n'ont point cessé depuis d'y remplir des places en alliant ensemble des fonctions qui n'ont rien d'incompatible. » C'est ce que les défenseurs du projet de 1724 énonçaient déjà pour la bibliothèque, en inversant la proposition toutefois. Les doubles fonctions sont forcément envisagées du point de vue de la bibliothèque.
Donc les hommes de cette espèce qu'il faut pour la bibliothèque sont précisément ceux à qui conviennent les places des professeurs royaux. Rien ne semble donc plus sage que de réunir cette double fonction, d'autant plus que les sujets de cette qualité sont si rares qu'actuellement les gens de la bibliothèque remplissent le tiers des chaires. Et c'est ce qui ressort également de l'état présent des employés, où il est spécifié que 5 professeurs occupent des fonctions au collège et à la bibliothèque du roi sur 53 personnes. Donc Boivin, garde des manuscrits et professeur de grec, Capon, professeur de droit canon, Burette, professeur de médecine, les frères Fourmont, professeurs d'arabe et de syriaque, respectivement. Suit le nouvel état, qui n'a pas eu lieu, c'est une note au bas de la page, où auraient été ajoutées des fonctions, dont celle de commis à la garde des augmentations. Et donc je résume ici quelques changements sans les analyser. Capon devient professeur de droit public, Alary, qui était attaché à la bibliothèque, deviendrait professeur en histoire, Burette, qui était professeur de médecine, deviendrait professeur de physique, et les frères Fourmont deviendraient tous les deux professeurs en arménien, entre autres changements. L'Union n'aurait pas tant augmenté les doubles fonctions que les salaires de certains employés. Et selon l'abbé Bignon, il y a peu de, si je puis dire, dommages collatéraux. Tous les noms des employés, en bas de... ici, tous les noms des employés dans l'état présent le sont dans le nouvel état, à l'exception de 5 seulement, pour des raisons détaillées dans les mémoires. Surtout, elle aurait permis de diversifier les matières et les langues, comme cela est explicité dans les ébauches de règlements vers lesquels je me tourne maintenant dans une 3e et dernière partie. Lors de l'attribution du collège au secrétaire de la Maison du Roi en 1671, Colbert avait souhaité établir un règlement que l'inspecteur, désormais nommé parmi les professeurs, allait faire appliquer. Les guerres l'en avaient empêché, et les inspecteurs successifs, selon le mémoire, n'avaient pu, je cite, « assujettir leurs confrères à de pénibles devoirs sans qu'ils ne soient ordonnés par aucune loi ». Les ébauches de règlement concernent le fonctionnement du Collège royal isolément, puis celui des 2 établissements réunis. Le règlement du Collège, qui comprend 18 articles, aurait été ainsi parmi les premiers à être établis, en intégrant des textes pré-réglementaires des décrets précédents, des arrêts précédents. On y trouve des articles sur l'ordre dans lequel les enseignements seront donnés dans la semaine, la nécessité pour les professeurs de remettre à l'inspecteur avant les vacances le plan des leçons qu'il destinera à la rentrée des classes, pour être le dit plan examiné et publié 8 jours avant la dite rentrée, ou sur les prix qui seront remis aux auditeurs. Certains éléments ont été reportés dans les règlements ultérieurs, notamment la possibilité pour les professeurs, je cite, de présenter d'habiles gens pour suppléer en leur absence en cas de maladie ou d'autres légitimes empêchements, c'est-à-dire des suppléants, question récurrente lors des réformes successives. Ces ébauches comprennent surtout une liste des chaires où figurent des changements proposés et leur justification afin, je cite, de suppléer à ce qui ne s'enseignait pas dans les universités. Par exemple, il est suggéré de modifier le titre de 2 chaires de philosophie grecque où, je cite, « malgré le titre originaire, on n'y enseigne plus que la nouvelle physique. Cependant, comme en suivant cette route, les leçons ressemblent trop à celles des autres collèges, le titre de la nouvelle chaire, les expériences et les singularités de l'histoire naturelle, est ce qui paraît le plus convenable à fixer la différence qui doit toujours distinguer le Collège royal de tous les autres. Il en est de même pour les mathématiques, dont l'intitulé deviendrait « Les nouvelles découvertes en mathématiques et en mécanique ». Parfois, le mécanique n'est pas rayé. Ou encore pour l'éloquence latine, qui concerne aussi, je cite, « la poésie, qui n'est pas une médiocre portion de l'art de bien parler et qui cependant ne s'est enseignée nulle part ». Ces modifications seraient le plus naturel et le plus sûr moyen de conserver à ces chaires leur juste distinction. Aucun des articles du règlement ne mentionne les règles de l'élaboration conjointe des collections et des enseignements, si l'on accepte le fait que 2 professeurs de la liste sont chargés de rechercher les livres dans leur discipline, Burette et Capon.
En revanche, se trouve soulevée la question de l'utilité des livres pour les enseignements. Quand il se présentera dans le cours des leçons quelques difficultés qui demanderont la vue et le secours des livres tant manuscrits qu'imprimés de la dite bibliothèque de Sa Majesté, le professeur aura soin, à la sortie de la leçon, de faire ouvrir quelques-uns des cabinets particuliers et les étudiants à l'usage des savants qui viendront y travailler, dans lesquels cabinets ces auditeurs pourront rester tant qu'il leur plaira avec les livres qui leur seront communiqués et qu'ils rendront en sortant. Sous la rubrique « Observation pour rendre les professeurs plus utiles au public » est proposée la diversification des langues enseignées par l'ajout des professeurs et des interprètes de plusieurs langues vivantes qui seraient pour la plupart plus utiles à la société que les professeurs de langue morte. Il y aura, avec l'Union, donc là suit la liste, 2 professeurs pour les langues arméniennes, coptes et éthiopiennes, 2 pour l'arabe, le persien et le turc, 2 pour les plus obscures difficultés du grec ancien et vulgaire, et même 2 pour les origines, les propriétés et les anciens dialectes de la langue française. Les 8 interprètes compléteront le tableau, représenteront la langue malais et autres des Indes orientales, l'esclavon, le russe et le polonais, l'allemand et ses dialectes, l'anglais, l'écossais et l'irlandais, sans devoir donner des leçons publiques, mais en se rendant disponibles pour instruire en particulier ceux qui voudront les consulter. La fonction des professeurs et des interprètes est spécifiée. Ils devront faire des remarques tant sur le dictionnaire que sur la grammaire, traduire quelques ouvrages de cette langue, je résume, et la 3e fonction sera la classe, ou plutôt la conférence, qui consistera à donner 2 ou 3 fois la semaine 1h30 d'audience à des étudiants. Quant aux professeurs de sciences, ils auraient de même 3 fonctions, les unes pour le cabinet, les autres pour les conférences. Il y a toujours dans chaque science un auteur qui a mieux écrit sur cette science que les autres. Le traité de physique de Rouault, par exemple. Rouault est l'auteur qui est jusqu'ici a le mieux écrit sur la physique. Et les étudiants les liront, le professeur fera des remarques pour faire perfectionner l'ouvrage. Il répondra dans les conférences, il répondra dans les conférences aux questions des étudiants, et quand les questions seront épuisées, il leur lira ses remarques, et je résume. Avec cette méthode, les étudiants auront sur chaque science, pour livre de conférence, un livre qui contiendra ce que tous les autres livres sur la même matière ont de meilleur. Par la suite, on ne retrouve plus dans la documentation institutionnelle du collège de telles précisions sur les méthodes d'enseignement, sauf peut-être lors de la préparation en 1909-1910 de la réforme du règlement de 1911, où l'on avait proposé que les cours soient désormais appelés enseignement, lors d'une intervention dans laquelle se glisse le mot collection. J'ai présenté sommairement... J'en arrive maintenant à ma conclusion. J'ai présenté sommairement ici le projet d'union de l'abbé Bignon, dont l'une des motivations déterminantes, me semble-t-il, était de redonner aux lecteurs royaux la fonction d'enseigner les matières nouvelles qui n'étaient pas enseignées ailleurs. Les brouillons du projet de règlement livrent ces éléments rares sur la fonction des professeurs en relation aux livres et à la bibliothèque, en plus de fournir une occurrence de transformation d'intitulés et de leur justification. Et on pourrait inclure ces développements dans la collection des rapports de présentation dont Christophe Labaune parlera ci-après. Le projet de l'abbé Bignon n'a été que partiellement un échec, car s'y amorce peut-être la distinction entre les sciences et les lettres, qui se précisera à la fin du XVIIIe siècle et dans le courant du XIXe siècle, qui se rattacherait à des établissements distincts. Donc en schématisant, pour les lettres et la philologie, sans surprise, à la bibliothèque, le temps des dissections d'animaux est révolu. À la bibliothèque est révolu. Simone Balayer cite un document relatant celle d'un grand poisson et d'un lion en 1667. L'Académie des sciences n'y est plus logée. La physique y est abordée, on l'a vu, dans le projet comme un sujet de traité de physique. Et pour les sciences, aux nouvelles chaires créées, le collège sera associé aux nouvelles chaires, la distinction sciences et lettres sera associée pour les sciences aux nouvelles chaires créées ultérieurement lors de l'annexion à la Sorbonne, où la construction d'un laboratoire va de pair avec l'intitulé de physique expérimentale. Il serait utile de mener une comparaison approfondie de ces deux projets d'annexion asymétrique afin de réexaminer la question du rattachement à l'université qui a posé problème dans les deux cas.
Grâce aux auteurs du projet, la bibliothèque, non moins que l'université en 1773, aurait joué un rôle fondamental dans l'énoncé du principe d'innovation permanente qui caractérise le collège. Cette étude approfondie permettrait également de déplacer notre attention de l'idée de perte de liberté et de contrainte sous l'angle desquels les annexions et les unions sont habituellement envisagées pour se concentrer sur l'évolution des disciplines. Je vous remercie de votre attention. Merci Céline. Hier, j'ai cherché à consulter ce NAF 5395, mais il n'est pas numérisé. Non. Ce serait bien de le numériser. Parce que pour mon introduction, je me suis dit, il faut que je regarde ça. Mais c'est donc très intéressant de voir tous les aspects, parce qu'il y a même des aspects pédagogiques assez précis dans cette réflexion sur l'union des deux établissements. Et puis vous avez raison de dire que, on voit qu'entre ce projet 1724 puis les réformes du collège des années 1770 qui en ont fait ce qu'il est toujours. Oui. Parce que c'est dans ces réformes de l'abbé Garnier 1770 que les nouvelles disciplines des sciences de la nature sont introduites. Oui. Je disais, c'est ça qui lui a permis de franchir la Révolution. On voit bien que c'est dans la continuité. Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait un triangle entre la bibliothèque, le collège et l'université, qui est leur ennemi commun. Enfin, ça définit la bibliothèque comme une... Il y a toute cette réflexion sur le rôle de l'université. Quelle est la fonction des lecteurs royaux par opposition aux régents de collège. Parce qu'on reproche aux professeurs du collège de faire des cours de régents, cours de licence. Oui, voilà. Enfin, c'est... Oui. On passe à Isabelle. Alors, Isabelle Lemann de Charmont, qui est qui dirige le département des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France et qui est archiviste paléographe, d'abord médiéviste, et puis qui a travaillé longtemps au Louvre. Donc cette fois-ci, c'est l'histoire du Louvre avec la publication de la correspondance de Vivant Denon et avec le rapport sur la spoliation des Juifs de France et sur les déplacements d'œuvres d'art en temps de conflit. Donc, je suis content que nous entreprenions cette collaboration. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Je voulais vous dire, comme tous mes collègues de la Bibliothèque nationale de France, que nous sommes profondément honorés de nous exprimer aujourd'hui dans cette salle et très heureux de cette occasion d'échange sur nos histoires croisées. À titre plus personnel, je voulais dire que j'ai pris un grand intérêt à préparer cette communication commune avec Céline Surprenant, que j'ai appris beaucoup, qu'on s'est posé beaucoup de questions et que c'était un moment vraiment intéressant. Alors Céline Surprenant a donc développé ce projet d'union élaboré au XVIIIe siècle par l'abbé Bignon, et qui est une source de questions extrêmement féconde sur les affinités naturelles de nos deux institutions, à tel point même que j'ai entendu le mot de prophétie, de vision prophétique prononcé à propos de ce texte. Alors moi, mon rôle maintenant, ça va être de nous emmener un peu plus avant dans le temps, au XIXe siècle, essentiellement la première moitié du XIXe siècle, pour voir où est-ce qu'on en est de ces affinités naturelles, éventuellement de quelques réalisations des prophéties. C'est pas toujours facile de reconnaître le moment où une prophétie se réalise. Et donc, je vais le faire essentiellement à partir d'exemples, des exemples qui ont pour objet d'étudier qui sont de différentes natures. Le premier en reprenant ce sujet des va-et-vient évoqué par Antoine Compagnon entre les deux institutions, évidemment un sujet rémanent dans l'histoire institutionnelle comparée. Et puis, d'autre part,
des exemples qui montrent la place tenue par l'étude des langues et de la littérature, et singulièrement des langues et de la littérature orientale, dans les domaines d'intérêt commun du collège et de la bibliothèque, et très largement l'émergence de cette nouvelle discipline dans le monde savant. Alors, pour ce faire, je vais vous proposer de traiter successivement de 3 questions, ou du moins de donner des éléments successivement à 3 questions. La première serait quels sont les savants qui ont exercé simultanément ou successivement au collège et à la bibliothèque. La seconde, quels sont les domaines disciplinaires dans lesquels nos 2 établissements ont pu simultanément œuvrer. Et troisième question, quels sont donc les produits que l'on peut constater, les résultats de ces convergences d'intérêts entre ces 2 institutions. Alors, pour commencer, effectivement, les carrières croisées. Pour commencer à parler de ces carrières croisées, je voudrais reprendre comme date la date de 1795. Donc un 19e siècle qui commence en 1795. Alors pourquoi ? Eh bien, évidemment parce que l'intervention de la Convention dans l'organisation du monde savant en France est considérable. On en garde particulièrement la mémoire dans les institutions patrimoniales comme la bibliothèque. Je rappellerai en 1793 l'organisation du Muséum central des arts, le futur Louvre, et l'organisation du Muséum d'histoire naturelle. En 1794, l'organisation du Conservatoire national des arts et métiers. Et en 1795, l'organisation de la Bibliothèque nationale. Il faut savoir qu'à l'époque, ces 4 institutions sont considérées comme complémentaires, comme se répartissant la conservation des objets qui permettent l'étude. Donc pour la Bibliothèque nationale, c'est le décret du 17 octobre 1795, ou plus exactement du 25 Vendémiaire en 4, et qui confirme l'organisation de la bibliothèque en 4 départements et qui se répartissent inégalement les conservateurs. Donc vous voyez ici les 4 départements, les imprimés, les manuscrits, les médailles antiques et pierres dures et les estampes. On note qu'il y a 3 conservateurs au département des manuscrits. On va beaucoup parvenir sur ce département qui, avec les monnaies et médailles, est celui qui est le plus en rapport avec le Collège de France. Et pour ces 3 conservateurs des manuscrits, on voit la répartition qui va rester très stable et qui est encore inscrite dans l'organigramme de notre département aujourd'hui, la répartition entre les manuscrits grecs et latins, les manuscrits dits langues modernes et les manuscrits dits langues orientales. Ça reste notre organisation actuellement. On rappelle bien sûr qu'à la bibliothèque, il y a également des enseignements. Les enseignements qui sont d'une part l'école spéciale des langues orientales créée par l'anglaise et Sylvestre de Sacy en 1795, mentionnée par Antoine Compagnon, et également des cours publics d'archéologie qui sont destinés à un large public et qui se tiennent dans les salles où sont exposées des œuvres du musée. Et en particulier, c'est dans la salle, en l'occurrence, dans la salle du Zodiaque. Donc, à la fois, ce sont des cours publics. Ah oui, alors j'attire votre attention sur cette gravure. On voit un public nombreux. Et c'est un public de la bonne société. L'idée, c'est de diffuser du savoir dans la bonne société. Ce ne sont pas des cours de spécialistes du tout. Alors, 1795, c'est une date également pour le collège, qui depuis le 25 avril 1791 est passé dans les attributions du ministère de l'Intérieur, même ministère que la Bibliothèque nationale. Et le décret du 13 juillet 1795 consacre l'existence du Collège de France, si on peut dire, il la confirme. Et le principe, c'est qu'il y a environ une vingtaine de chaires, comme on disait en introduction. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment
ces chaires peuvent ou pas avoir été à un moment ou à un autre occupées par, par des personnes qui passent également par la bibliothèque. Alors, si j'ai retenu cette affiche du Collège de France, c'est parce que vraiment ces affiches et ces rapports mis en ligne par le Collège sont une source inépuisable. Je me suis évidemment beaucoup servi de Gallica aussi, puisque nos établissements aujourd'hui fournissent un service considérable par ces mises à disposition de ressources. Donc vous voyez que la colonne de gauche, les chaires d'astronomie, de mathématiques, de physique, de médecine, là il n'y a pas de va-et-vient possible, ou en tout cas observé avec la bibliothèque au XIXe. C'est dans cette colonne de droite où sont réunies les chaires de lettres, de langue et de littérature, qu'on va voir apparaître des convergences. Pourtant, en 1795, on constate qu'aucun des 19 professeurs du collège n'a jamais exercé à la bibliothèque. Donc on est dans une situation différente de celle du XVIIIe. Et pour rendre les choses plus parlantes, si vous voulez bien, je vais sortir de ce diaporama et je vais aller chercher un petit graphique aux couleurs discutables. Voilà, qui essaye de représenter dans la durée. Alors, on sait ce que c'est que la difficulté de représenter... j'ai pas de projection. On sait la difficulté qu'il y a dans la durée, représenter des successions dans des institutions dans la durée. Donc, le principe, c'est d'avoir fait un tableau qui présente les différents domaines de savoir. Je ne l'ai pas fait délibérément, je ne l'ai pas fait par chaire, je ne l'ai pas construit par chaire, je l'ai fait, et je rebasculerai en PowerPoint après. Donc je l'ai fait en parlant d'itinéraire personnel à chaque fois. Et donc je vous disais que ces couleurs étaient discutables, mais enfin j'espère qu'elles ont le mérite d'être claires, bravo. Alors après, il faudrait que je fasse d'autres va-et-vient. Merci. Ouais, ça va. Je vais essayer de ne pas trop bouger parce que j'ai pas encore... Ouais, non, je crois que je n'ai pas saisi la technique. Ah si, voilà, ça y est, c'est bon. Pardon. Donc, ce tableau, il emploie des couleurs assez simples. Donc, le bleu, évidemment, apanage du Collège de France. Le jaune pour les passages dans des postes de la bibliothèque, et le vert quand il y a des emplois simultanés de quelqu'un qui est à la fois professeur au Collège de France et conservateur à la bibliothèque. Alors cette représentation, pour moi, elle permet de situer la différence entre 1795 et 1830. En 1795, donc je vous disais, aucun des 19 professeurs du Collège de France n'exerce à la bibliothèque. Un seul d'entre eux y a été employé auparavant, c'est Cossin de Perceval, qui est titulaire de la chaire d'arabe pendant 50 ans et qui avait exercé au début de sa carrière à la bibliothèque. De 1778 à 1792, au département des manuscrits, et date à laquelle il fait partie des 21 employés à la bibliothèque, renvoyés pour des raisons d'économie et également aussi des raisons teintées parfois de défiance politique. Alors, quand au contraire, on observe la situation à la fin de la Restauration, la situation a complètement changé. La situation elle a complètement changé à la suite de la création de la chaire. Alors, Cossin de Perceval exerce toujours, puisqu'il a été là pendant 50 ans. Jean-Baptiste Gaël, croyez-moi sur parole, qui est titulaire de la chaire de littérature grecque depuis 1791, a été nommé en 1814 conservateur des manuscrits grecs et latins, succédant à la Porte du Teil, à la bibliothèque, et donc il exerce simultanément, d'où cette couleur verte. Et évidemment, la grande nouveauté, c'est la création de la chaire de sanskrit pour Chézy, qui était avant conservateur employé à la bibliothèque, département des manuscrits, qui se voit confier la chaire de sanskrit en cumul, et qui ensuite on va mettre fin à ses fonctions à la bibliothèque. Il ne sera plus que professeur au collège. Et Rémusat, lui,
professeur au collège lui aussi en 1814, et qui ensuite va reprendre un travail cumulé entre le collège et la bibliothèque. Donc à la fin de la... Donc on voit bien cette évolution et qui est liée à ces créations de chaires orientales. Alors, à la fin de la période, ensuite, bien sûr, on va avoir les grands cas de Sylvestre de Sacy et de Le Trône, mais dans le dernier quart du XIXe siècle, on n'observe aucun cas de professeur au Collège de France, voilà, qui ait été à la fois... on n'observe plus ces recoupements-là. Aucun cas de professeur au Collège de France exerçant et exercé à la bibliothèque. De 1872, qui est la date de départ à la retraite de Paulin Paris, pour la langue et littérature de France du Moyen-Âge, jusqu'à la nomination d'Alfred Morel-Facio à la chaire de langue et littérature d'Europe méridionale. Et en fait, pour Morel-Facio, Bablon, Casanova et Finon, qui sont tous les quatre des anciens élèves de l'école des Chartes, la bibliothèque ne semble, enfin, à l'exception de Bablon, la bibliothèque ne semble être qu'un simple poste d'une rapide étape en début de carrière. Donc, ces approches biographiques, elles ont déjà été employées dans d'autres journées de passage du patrimoine, je pense en particulier au Louvre, où on avait mis en exergue la figure de René Huyghe de Georges Lafenêtre et de René Huyghe, qui à des époques différentes ont été conservateurs et professeurs. Donc, on peut continuer dans cette voie. On s'aperçoit qu'il y en a un petit peu plus de ces va-et-vient, me semble-t-il, entre la bibliothèque et le collège qu'avec le Louvre. En revanche, infiniment moins que les chiffres constatés à la journée consacrée à l'école pratique des hautes études, ce qui est assez logique avec une institution d'enseignement. Je suis convaincue qu'on pourrait continuer dans cette voie d'études prosopographiques, mais en étant très conscient des limites que cela présente, des limites parce que c'est lié à des... Vous mettez un peu après. C'est lié bien sûr à chaque... Comme on est sur des tout petits nombres, sur des tout petits corpus, et qu'il faudrait éviter d'en tirer des conclusions hâtives. Donc il faut le prendre avec le plus de précautions possibles. Vous voyez bien, tout le monde n'est pas Sylvestre de Sacy. Bien sûr, il a été conservateur à la bibliothèque et professeur au Collège de France, mais pas seulement. Vous avez ici le récit de son emploi du temps l'avant-veille de sa mort par son disciple Reynaud, qui était conservateur au département des manuscrits orientaux. Et derrière cet emploi du temps, derrière cette énumération, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la construction extrêmement importante de carrière, avec tout ce que ça peut donner de poids dans les postes singuliers que l'on peut occuper et au titre desquels on intervient. Alors bien sûr, cette approche prosopographique, elle est très limitée, mais pourtant je pense qu'on aurait intérêt à la poursuivre. D'abord parce qu'on dispose de sources abondantes, de très bonnes bibliographies. Dans plusieurs institutions maintenant, on a fait des dictionnaires de nos employés respectifs, si j'ose dire. D'autre part, je pense que ce qu'il faut piocher, c'est au-delà des postes, c'est de comprendre en quoi la bibliothèque et le collège ont été des endroits de formation. On en a parlé tout à l'heure. La formation de ceux qui viennent écouter les cours au Collège de France, formation de ceux qui passent à la bibliothèque ou qui sont comme lecteurs à la bibliothèque. Et pour le développement des disciplines, je pense que c'est important. Ça passe par des études biographiques. Je pense qu'évidemment, on pourrait, c'est très, très classique dans les études d'histoire institutionnelle, et on pourrait les rapprocher d'études de même type portant sur d'autres institutions ou certains domaines disciplinaires, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger. Jusqu'à aujourd'hui, ces profils très particuliers que nous avons, pas pour professeur au Collège de France, mais en tout cas, ces fonctions de conservateur, sont extrêmement spécifiques par rapport au reste de l'organisation des institutions patrimoniales en Europe et outre-Atlantique. Il faut le peser aussi, cette influence. Et puis d'autre part, ça donne de très bons éléments pour répondre à une deuxième question, qui est quels sont les domaines disciplinaires dans lesquels on observe des proximités entre le collège et la bibliothèque.
Alors, les domaines dans lesquels on observe ces proximités, je vous le disais tout à l'heure, c'est plutôt dans la colonne de droite de cette affiche du Collège de France qu'on va les trouver. Et on va les trouver d'une part pour les chaires fondamentales. On a parlé du grec assez longuement tout à l'heure. La place de Jean Boivin, évidemment capitale. On reparlera encore du grec cet après-midi grâce à l'intervention de Christian Forstel, qui est l'actuel conservateur en charge des manuscrits grecs de la bibliothèque. Sur les chaires fondamentales, évidemment, la collaboration pour l'hébreu. Donc ça, c'est Laurent Hérichet qui en parlera aussi cet après-midi, je ne vais pas développer. Pour les chaires dites anciennes, on peut considérer qu'évidemment, le grand domaine de convergence, ce sont les chaires orientales, si on veut bien accepter qu'en fait, elles soient considérées comme des surmultiplications de l'enseignement de Guillaume Postel, en fait. Et puis, en particulier l'arabe, qui reste encore aujourd'hui un domaine de collaboration extrêmement important. Je rappelle les travaux de François de Roche sur le Coran, François de Roche qui a fait le catalogue des manuscrits arabes quand il était pensionnaire normalien à la bibliothèque. L'arabe reste un grand domaine de convergence. Et puis, pour l'archéologie, si nous poursuivons nos études comparées, il reviendra au département des monnaies et médailles, et notamment à Frédéric Duira, qui le dirige, d'en parler davantage. C'est vraiment très important avec la chaire d'archéologie qui va être prise par le Trône, puis le Normand, avant de passer sous l'égide essentiellement des musées. Et enfin, le dernier domaine, c'est l'ancien français, avec Paulin Paris. Alors, les deux domaines dans lesquels on va avoir Enfin, c'est pas par hasard si on a les deux domaines pour lesquels on a vraiment cette collaboration dans l'épanouissement de nouvelles disciplines, c'est le sanskrit et le chinois. Donc, évidemment, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on avait des collections de sanskrit, enfin de manuscrits indiens et des collections de manuscrits chinois qui étaient développés de long terme à la bibliothèque. Pour les manuscrits, je vais prendre l'exemple des manuscrits indiens, dont l'histoire est très bien décrite dans le catalogue établi par Jean Fillosa, professeur au Collège de France, dont le premier tome est paru en 1941, avant qu'il ne soit... Il était alors chargé de cours à l'École pratique des hautes études et attaché à la bibliothèque, et le second en 1970, alors qu'il était déjà professeur au Collège de France depuis 1952. Et ce qu'il explique, Jean Fillosa, c'est qu'évidemment la curiosité pour l'Asie s'étend au XVIIIe avec des échanges commerciaux, sans parler de la navrante affaire de la Compagnie des Indes, mais aussi tout ce que les différents ordres religieux commencent à y entreprendre comme mission. Et l'abbé Bignon va demander à Fourmont, Collège de France, de dresser des listes de manuscrits qu'il serait bien de faire copier et de ramener à la bibliothèque. Donc évidemment, on est très loin de comprendre de savoir qu'il va y avoir une naissance du sanskrit avec la création d'une chaire en 1814, mais ce rassemblement de manuscrits de très grande qualité va permettre cet épanouissement, enfin va être une des raisons qui permettent l'épanouissement de la discipline. Alors, des manuscrits rassemblés dès le XVIIIe, mais des manuscrits aussi décrits et publiés. Et vous voyez ici le premier tome du catalogue des manuscrits du roi, le catalogue Régius, donc premier tome publié en 1739, et qui donne déjà des descriptions de manuscrits dans un certain nombre de langues qui vont être d'un intérêt capital pour nos parcours croisés au XIXe, et je pense bien sûr évidemment aux manuscrits indiens et aux manuscrits tartares. Donc c'est ce terreau qui rend possible l'épanouissement de la discipline et qui est lié à la capacité de la bibliothèque à offrir des ressources par l'ampleur de ses collections et par leur profondeur historique. C'est la capacité du collège et de la bibliothèque à former, c'est la capacité de la bibliothèque et du collège aussi
de proposer des emplois, de créer des emplois qui permettent d'accueillir ceux qui vont pratiquer ces nouvelles disciplines. Alors, si j'ai encore 3 minutes, je voudrais juste répondre à une dernière question, les fruits d'un travail commun. Bien évidemment, si on considère quels ont pu être ces fruits au début du XIXe siècle, j'espère qu'ils sont nombreux, il y a peut-être des occasions qu'on a ratées aussi, mais si ces travaux sont si importants, c'est bien sûr parce que pour tout ce qui est l'épanouissement de la philologie. Donc, je vais prendre un exemple des études grecques et puis un exemple dans les études sanskrites. Pour les études grecques, cette édition de Thucydide. Alors vous allez me dire, mais oui, mais le grec, c'est pas une matière nouvelle, c'est pas une discipline nouvelle. Oui, mais le 19e va mettre en place cette méthode extrêmement rigoureuse de philologie avec un travail très pratique qui est celui de l'édition critique. Alors, l'édition critique, la philologie, c'est l'étude par les langues et la littérature de civilisation ou de peuple. L'édition critique, c'est ce qui va permettre de mettre à disposition des textes, mais qui suppose un travail énorme en amont, puisqu'il faut repérer tous les manuscrits existants, les comparer, juger de leur valeur relative, comparer les variantes, retenir la leçon, voire créer dans les cas les plus désespérés la leçon qui semble convenable, et annoter. Or, qu'est-ce qu'on a sur cette publication de Gale de l'histoire grecque et de Thucydide? Ce qui met en... Ah bah oui, on n'a rien du tout, pardon. Merci, voilà, excusez-moi. Eh bien, on voit qu'il a pu s'appuyer sur 13 manuscrits. Il a pu s'appuyer sur 13 manuscrits conservés à la bibliothèque. Et c'est ça qui est la force des savants français à cette époque-là, des savants parisiens, c'est d'avoir un arsenal sur lequel s'appuyer. Et d'autant plus important parce que ça va être une rivalité entre les pays. Le 19e verra la mise en place des grandes collections comme Tobner. On va avoir l'Oxford Classical University. Budet arrivera plus tard. Mais cette course à l'établissement du texte, elle est très importante et il y a vraiment des possibilités de ce fait. Pour terminer, bien sûr, sur l'orientalisme, évidemment, on peut s'appuyer maintenant sur 3 colloques récents et publiés qui nous donnent beaucoup d'exemples qui pourraient nous être utiles. Et en matière de publication, donc de résultats de nos travaux, je voulais aussi prendre cet exemple tiré, lui, du domaine du sanskrit, avec Chézy, qui publie La reconnaissance de Sakuntala. Je vous ai mis le beau manuscrit sur Roll sur lequel il s'appuie, le sanskrit 657, qui est de grande qualité, parce que non seulement il y avait des fonds importants, mais il y avait des fonds qui étaient d'une grande qualité textuelle. Et donc il s'appuie là aussi sur un texte existant. Si j'ai retenu l'exemple de Sakuntala, c'est que là, bien sûr, il y a un côté d'édition, mais on est au début du 19e. Éditer en sanskrit, ça serait vraiment pour un public extrêmement restreint. Donc c'est une édition, mais c'est une traduction de Sakuntala, un grand drame indien fondateur. Et le drame, en fait, ça fait partie de ces grands thèmes. On étudie l'allemand dans Goethe, on étudie l'anglais dans Shakespeare. Eh bien, la possibilité de donner accès à une autre culture en traduction. Et là, ça me semble important parce qu'on a un moment où on voit que la bibliothèque et le collège travaillent ensemble pour faire avancer le savoir, mais aussi pour diffuser le savoir. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Le Sakuntala va avoir un relatif impact. On dit toujours que c'est lui qui a inspiré le ballet de Théophile Gautier, que du coup, ça a glissé sur la création de Camille Claudel, avec ce plâtre conservé au musée de Châteauroux. Et puis pour l'anecdote, j'ai mis un des derniers spectacles de Marie-Claude Pietragala. Alors, je ne suis pas sûre que le spectacle de Marie-Claude Pietragala découle directement d'une collaboration entre le Collège de France et la Bibliothèque nationale, mais ça me paraissait important de voir dans ces résultats de notre travail, d'efforts communs, ou dans des domaines communs, de voir le fait qu'il y a à la fois l'avancée des savoirs, mais aussi la diffusion des savoirs. Bien, je crois que je dois terminer. Et donc, pour terminer, je ne vais pas récapituler ce que j'ai fait, mais ce que je voulais vous dire, oui, c'est que j'ai eu un immense plaisir donc, à préparer ces journées. On a eu le temps d'avoir beaucoup de plaisir parce que ça a duré quand même depuis 1 an et demi, cette programmation à rebondissement. Et en tout cas, ça m'a convaincu de la pertinence des méthodes qui sont employées dans le programme Passage des disciplines et sur la fécondité de cette volonté d'étudier les interactions institutionnelles dans l'avancée des savoirs et le développement des connaissances. Alors,
Cécile Surprenant, bien évidemment, on est convaincu depuis très longtemps, puisqu'elle est la ouvrière de ce programme auprès d'Antoine Compagnon. Et moi, je l'ai découvert en préparant ces journées. Et ce que je voulais vous dire, c'est que du fait de l'intérêt qu'on a trouvé à cette préparation, on va être l'une comme l'autre prête à écouter avec le plus vif intérêt les communications qui vont se succéder, certaines d'y apprendre beaucoup, et certaines aussi d'en être rendues désireuses d'en apprendre davantage encore. Je vous remercie.